Alors, Canal+, 40 ans déjà, c'est bien plus qu'une simple chaîne de télévision. C'est un véritable morceau de l'histoire culturelle et médiatique française. De sa naissance, perçue comme un ovni dans le paysage de l'époque, jusqu'à ses transformations les plus récentes, on va décortiquer ensemble comment Canal+ a non seulement façonné la télé, mais a aussi été le miroir des grandes évolutions de la société française. Pour comprendre cette saga, on va suivre un parcours en 5 grandes étapes. On commencera par sa création, un acte audacieux, presque une anomalie dans la France des années 80. Ensuite, on revivra son âge d'or, celui du fameux Esprit Canal. Puis, on analysera les crises et les luttes de pouvoir qui ont sonné la fin de cette innocence. Le 4e acte sera bien sûr consacré à la révolution, le mot n'est pas trop fort, imposée par Vincent Bolloré. Et enfin, on verra comment la chaîne se bat aujourd'hui face aux géants mondiaux du streaming. Allez, on plonge directement dans le bain. Pour saisir le choc que représente l'arrivée de Canal+, il faut vraiment se remettre dans l'ambiance de l'époque, au début des années 80. C'était un autre monde. Imaginez un peu, pas de Netflix, pas de YouTube, même pas de TNT. Juste 3 chaînes, TF1, Antenne 2 et FR3. Et attention, elles sont toutes publiques, contrôlées par l'État. Le soir, vers minuit, tout s'arrête. On a la fameuse mire qui s'affiche à l'écran, et c'est tout, jusqu'au lendemain. C'est dans ce paysage télévisuel, disons-le un peu monotone, que germe une idée complètement folle. Elle est portée par André Rousselet, un proche du président Mitterrand. Le projet ? Créer la toute première chaîne privée de France, et en plus payante. La promesse, c'est de proposer l'impensable. Du cinéma tout frais, sorti en salle quelques mois auparavant, les grands matchs de foot en direct et des programmes qui tournent quasiment en continu. C'est une rupture totale, une vraie révolution. Mais attention, le lancement, le 4 novembre 1984, est très loin d'être un conte de fées. C'est une catastrophe, un véritable chaos. Les abonnements ne décollent absolument pas. Les problèmes s'accumulent. D'un côté, la technique qui ne suit pas, avec un vieux réseau qui oblige beaucoup de gens à installer une antenne spéciale. De l'autre, le piratage du décodeur, le fameux discret 11 qui se répand comme une traînée de poudre. Et puis, le coup de grâce vient de la politique. En janvier 85, Mitterrand annonce l'arrivée de 2 nouvelles chaînes privées. Oui, mais gratuites, la 5 et TV6. Là, c'est la douche froide. Plus personne ne s'abonne et on commence sérieusement à parler de faillite. Le déficit est abyssal. Et pourtant, regardez ce chiffre. 3 millions d'abonnés, à peine 5 ans plus tard. Comment est-ce possible? Comment ont-ils réussi ce retournement de situation? Le coup de génie, ça a été de transformer une contrainte en une force. Le gouvernement avait obligé Canal+ à diffuser plusieurs heures de programmes en clair, donc accessible à tout le monde, gratuitement. Eh bien, au lieu de voir ça comme un poids, l'équipe de l'époque en a fait une vitrine exceptionnelle. Des émissions comme le Top 50 ou les sketchs de Coluche deviennent des rendez-vous hyper populaires. Les gens goûtent à l'ambiance Canal gratuitement et ça leur donne envie de s'abonner pour voir le reste. Le paradoxe est incroyable, c'est en étant gratuite une partie de la journée que la chaîne payante a bâti son succès. Et ce succès commercial va de pair avec une véritable déflagration culturelle. On ne parle plus juste d'une chaîne, mais d'un vrai phénomène de société. C'est la naissance de ce qu'on va appeler l'esprit Canal. Alors c'est quoi exactement cet esprit Canal? C'est avant tout une liberté de ton, une manière de parler de tout, l'actu, la politique, la culture, avec une distance, un humour critique, parfois corrosif, qu'on trouvait tout simplement nulle part ailleurs. C'était l'idée qu'on pouvait traiter de sujets très sérieux sans jamais se prendre au sérieux. C'était être à la fois intelligent et drôle. Une rupture totale avec le ton souvent très formel, très respectueux des chaînes publiques. Cette impertinence est devenue la signature, l'ADN de la chaîne. Et cet esprit, il s'est évidemment incarné dans des émissions devenues mythiques. Nulle part ailleurs, le grand talk-show où il fallait être vu, les guignols de l'info, bien sûr, ces marionnettes qui sont devenues un véritable contre-pouvoir, capable de faire et défaire des réputations. Il y avait aussi Les Nuls, ce groupe d'humoristes qui a complètement dynamité les codes de la comédie avec un humour absurde, un peu à la manière des Monty Python. Et même des programmes plus transgressifs comme le Journal du Hard. Toutes ces émissions, pilotées par des gens visionnaires comme Alain de Greef, ont défini une époque et créé un lien unique avec les abonnés. Mais voilà, cette période d'euphorie, de créativité débridée et de succès presque insolent ne pouvait pas durer éternellement. L'âge d'or de Canal+ va se fracasser sur la dure réalité du pouvoir, qu'il soit politique ou économique. C'est vraiment la fin de l'innocence. Cette phrase, elle fait la une du journal Le Monde. Avec sa faute de grammaire volontaire, c'est un clin d'œil direct à l'affaire Omar Haddad. L'effet est celui d'une bombe. On est en 1994 et André Rousselet, le père fondateur de la chaîne, est forcé de démissionner. Il accuse le gouvernement d'Édouard Balladur d'avoir manœuvré pour permettre à de grands groupes industriels de prendre le contrôle de Canal+. Pour lui, c'est une trahison, un complot politico-financier. C'est le premier grand séisme, la preuve que Canal+ n'est plus seulement une aventure de pionnier, mais un enjeu de pouvoir majeur. 8 ans plus tard, en 2002, deuxième séisme, et celui-là est encore plus violent. C'est au tour de Pierre Lescure, le successeur de Rousselet et la véritable âme créative de la chaîne, d'être poussé dehors.
Le contexte est différent. Canal+ a fusionné avec Vivendi, un géant dirigé par le très ambitieux Jean-Marie Messier. Messier a des rêves de grandeur mondiale et impose un plan d'économie drastique. Lescure, lui, se bat pour protéger l'identité de sa chaîne. La réponse de Messier est d'une brutalité sans nom. Il nomme, pour le remplacer, un dirigeant de TF1. L'ennemi historique, l'affront est total. Et là, il se passe un truc unique. Les salariés se rebellent, prennent l'antenne et diffusent en direct leur assemblée générale de protestation. Une mutinerie en clair, qui montre le choc frontal entre la culture Canal et la logique purement financière. On avance dans le temps. Après ces crises, une nouvelle ère s'ouvre au milieu des années 2010. Un nouvel homme fort prend le contrôle de Vivendi et donc de Canal+, Vincent Bolloré. Et son arrivée, ce n'est pas une simple transition, c'est une véritable révolution, une remise à plat complète de ce qui faisait l'identité de la chaîne. Cette comparaison, elle illustre parfaitement le choc de deux philosophies. D'un côté, l'ADN historique de Canal, basé sur la créativité, l'impertinence, une certaine liberté. De l'autre, ce qu'on a appelé la méthode Bolloré. Là, l'objectif numéro 1, c'est la rentabilité. Tout le reste en découle. Un contrôle éditorial bien plus serré, la recherche de synergie avec les autres entreprises du groupe, et surtout une chasse aux coûts permanente. Ce n'est plus un simple ajustement, c'est un changement de logiciel complet. Très vite, cette nouvelle méthode se traduit par des décisions qui font énormément de bruit. Le fait de passer les guignols encryptés, par exemple, est vécu comme une tentative de les cacher, de museler la satire. La réduction massive des plages en clair coupe la chaîne d'une partie de son public. Beaucoup de visages connus de l'antenne s'en vont. Et puis, il y a ces accusations d'ingérence qui se multiplient. Le cas le plus marquant, c'est sans doute le licenciement de l'humoriste Sébastien Toen pour un sketch parodique, suivi du licenciement du journaliste sportif Stéphane Guy, simplement pour l'avoir soutenu à l'antenne. Beaucoup y voient la preuve d'une reprise en main autoritaire de l'éditorial. Forcément, une telle stratégie a des conséquences commerciales. Et elles sont immédiates et brutales. Ce graphique est sans appel. La chaîne connaît une hémorragie d'abonnés en France comme jamais auparavant. Rien qu'en 2016, c'est plus d'un demi-million d'abonnés qui s'en vont. C'est énorme. Le public historique ne se reconnaît tout simplement plus dans la nouvelle ligne, et la valeur de l'offre semble moins évidente face à une concurrence de plus en plus forte. La rupture avec le passé a un coût, et il est très, très élevé. Et on en arrive à la période actuelle. Après toutes ces guerres internes, Canal+ est confronté au plus grand défi de toute son histoire. Cette fois, l'ennemi devient plus de l'intérieur, mais de l'extérieur. Je parle bien sûr des plateformes de streaming mondiales. Netflix, Amazon, Disney+, les géants américains. Face à ces mastodontes au budget quasi illimité, impossible de lutter à armes égales. Alors la stratégie de Canal+ a radicalement changé. L'idée n'est plus de les combattre de front, mais de les intégrer. C'est la stratégie de l'agrégateur. Le principe est assez simple, si tu ne peux pas les battre, alors allie-toi à eux. Concrètement, Canal+ propose des abonnements qui incluent directement Netflix, Disney+, et d'autres plateformes. La chaîne devient une sorte de guichet unique, un portail d'accès à tous les contenus premium, que ce soit les siens ou ceux de ses anciens concurrents. En parallèle de cette stratégie d'agrégation, la bataille continue pour ce qui a toujours été le cœur du réacteur de Canal, les contenus exclusifs. Et là, le bilan est contrasté. Côté sport, grosse victoire avec les droits de la Ligue des Champions, mais aussi grosse défaite avec la perte de l'affiche de foot de Ligue 1 du dimanche soir, qui était une véritable institution. Le rugby et la Formule 1 restent des piliers solides. Côté cinéma, l'accord qui permet de diffuser les films seulement 6 mois après leur sortie en salle reste un avantage énorme, mais la concurrence des plateformes qui produisent leurs propres films est de plus en plus féroce. Et puis, il y a cette annonce, qui est sans doute le symbole le plus fort de la fin d'une époque. En 2025, Canal+ arrêtera sa diffusion sur la TNT payante. C'est une page de 40 ans d'histoire qui se tourne. La chaîne qui est née grâce à l'antenne râteau, qui a fait de son décodeur artésien un objet culte, abandonne ce mode de diffusion. L'avenir, c'est désormais le satellite et surtout Internet. C'est l'aveu que le monde a changé et que le modèle originel de Canal+ est bel et bien terminé. On arrive au bout de cette plongée dans l'histoire de Canal+. Alors que reste-t-il aujourd'hui ? La grande question, c'est celle de son identité. En devenant ce supermarché de contenu qui distribue aussi bien les programmes de ses concurrents que les siens, est-ce que la chaîne peut encore avoir une âme, un esprit ? Peut-elle rester une marque forte avec une vraie singularité ? Ou est-elle condamnée à devenir une simple interface, un tuyau parmi d'autres ? L'histoire de Canal+, ça a toujours été l'histoire d'une réinvention permanente. Le prochain chapitre, lui, reste encore à écrire.